Voilà, merci beaucoup, Sarah. Donc, je me présente, Gabriel Larue, chargé de projet au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Le Centre d'écologie est un allié des municipalités des arrondissements québécoises, non seulement montréalaises, mais des institutions euh, municipales québécoises, de manière à développer le pouvoir d'agir des citoyens et des citoyennes de la population à travers trois grands axes: les changements, la lutte au changement climatique, l'aménagement et la participation publique. On va en découvrir un peu plus tard dans la présentation d'Olivier, mais tout juste avant, je vous partage les objectifs et le déroulement de cet atelier. Le premier atelier, on va vous présenter trois exemples de transition participative avec les communautés. Euh, on va mener une réflexion collective sur les conditions pour mobiliser la population dans la transition et assurer l'engagement à long terme. De quelle manière ça va se dérouler? Tout ça très, très simple. Je vais passer la parole à mes collègues et qui vont vous présenter trois exemples de transition participative. Donc, une du Centre d'écologie, une de la ville de Maloney et une de la ville de Bois-Guillaume. On va ensuite discuter en sous-groupe sur la mobilisation et l'engagement à long terme. Ces mêmes personnes vont animer des rencontres, des discussions, pardon, et on va finalement revenir en grand groupe pour partager le fruit de nos discussions qui, j'en suis certain, seront très riches. Donc, je vous présente les intervenants et les intervenantes et l'intervenante. Dans un premier temps, on va avoir Olivier Leclerc, qui est également chargé de projet et développement au Centre d'écologie et plutôt dans le cercle de projet, donc dans l'axe des changements climatiques et résilience au Centre d'écologie urbaine de Montréal, tout comme moi. Ensuite, suivra Mathieu Rios, chargé de mission animation territoriale et implication citoyenne à la ville de Maloney. Et ensuite, Pauline Romias, directrice de l'urbanisme à la mairie de Bois-Guillaume. Donc, tout d'abord, avant qu'on se lance dans la présentation de nos intervenants et intervenantes, peut-être si vous voyez le petit l'option lever la main, donc plutôt pour vous dégourdir un peu avant qu'on se lance en discussion. Donc, je vous poserai la question, quelle est la meilleure manière, la meilleure façon de mobiliser les habitants dans la transition? Est-ce que c'est, dans un premier temps, de les mobiliser à travers des actions concrètes, par exemple, des activités de verdissement, ou encore c'est de les mobiliser par la réflexion face à la transition, par exemple, en réfléchissant à de nouvelles solutions techniques ou de nouvelles politiques environnementales? Donc, il y a deux écoles de pensée. C'est sûr que ce n'est pas coupé net et que c'est une ou l'autre, mais selon vous, peut-être à main levée, si je vous disais non, la meilleure manière de mobiliser la population, c'est à travers une action concrète, je vous inviterais à lever la main, soit de manière virtuelle, avec la petite main jaune de Zoom, sinon de manière physique, en levant la main. Parfait. Donc, on a quand même quelques personnes qui sont d'accord avec le premier postulat, qui est celui de, quand même beaucoup, intéressant, beaucoup de personnes intéressées ou d'accord avec l'action concrète. Deuxième postulat, donc, de les mobiliser par la réflexion face à la transition. Qui serait de cet avis, selon vous? Donc, un peu moins, j'ai l'impression, un peu moins. Donc, c'est intéressant. Donc, gardez ça en tête. On va en discuter un peu plus tard dans les discussions en sous-groupe. Vos animateurs et animatrices vont guider un peu ces réflexions-là. Donc, encore là, on vous amène tout de suite, dès le tout début, à amorcer votre réflexion. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à mon collègue Olivier Leclerc pour nous parler du projet Sous les pavés. À toi, Olivier. Merci beaucoup, Gabriel. Avant qu'on rentre dans Sous les pavés, je veux représenter un peu le Centre d'écologie urbaine. Gabriel a déjà glissé quelques mots, mais le Centre d'écologie urbaine, c'est une organisation qui œuvre depuis un peu plus de 25 ans à Montréal et au Québec. On est de lutte citoyenne, c'était des regroupements de citoyens qui voulaient défendre leur quartier, qui a mené à la fondation de l'organisation.
Donc, on a comme mission de proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Et à travers ça, ben, on a des principes qui nous guident, donc principalement la ville à échelle humaine, mais aussi reconnaître l'expertise des habitants et habitantes comme une expertise complémentaire à celle des professionnels. Donc, c'est vraiment à travers cet angle-là qu'on agit. Et aujourd'hui, on va vous présenter le projet Sous les pavés. Le projet Sous les pavés, c'est une démarche de déminéralisation participative. Alors, on va voir en détail un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Et le but de cette démarche-là, ça va être de verdir des espaces publics communautaires à travers le Québec, de mobiliser les communautés locales à passer à l'action à travers tous ces projets-là de déminéralisation. Et finalement, ben, le nouvel espace vert va servir à améliorer la gestion des eaux pluviales dans le secteur, mais aussi également être un espace avec des fonctions sociales. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, c'est un projet de déminéralisation participative. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que les activités de dépavage se font directement à la main par les habitants et les habitantes. Donc, on va venir mobiliser un groupe d'une trentaine de bénévoles pour venir déminéraliser un site. Et toute la préparation, on pourrait dire, du dépavage, la conception du nouvel espace vert, tout ceci se fait à travers un processus participatif en 6 étapes où il y a plusieurs activités participatives où les habitants et les habitantes sont appelés à prendre des décisions et à passer à l'action. Donc, au final, on arrive à favoriser le développement de milieux de vie durables à travers le Québec. On va venir engager les citoyens et citoyennes, les collectivités, également les organisations, que ce soit des organisations publiques ou privées du secteur, à adopter des pratiques inspirantes d'adaptation au changement climatique justement en montrant l'exemple avec nos projets de déminéralisation. Lorsqu'on choisit des sites, on a une attention particulière aux milieux de vie vulnérables aux effets d'îlots de chaleur. Et on va avoir une perspective de justice environnementale. Donc, on va cibler des sites où les populations plus vulnérables vont généralement être dans le secteur. Donc, par exemple, sur la photo à droite, on se retrouve dans une cour d'école et on sait que les plus jeunes peuvent être plus vulnérables aux effets d'îlots de chaleur. Donc, c'est important de venir déminéraliser cette cour d'école. Pour la prochaine diapositive, dans le fond, on a réalisé une vingtaine de sites depuis 2017. Donc, ça fait quand même 6 ans que le projet est en marche. Et on en a d'autres en cours, une dizaine de sites en développement. Tous ces sites-là se font avec la collaboration de partenaires locaux qu'on va venir outiller, qu'on va venir former à travers la démarche. Et l'objectif, c'est de les rendre autonomes pour qu'ils puissent mener ces genres de projets par la suite par eux-mêmes. Donc, à travers le projet, on va accompagner ces partenaires locaux et ces partenaires peuvent se retrouver partout à travers le Québec. Récemment, on a également commencé à accompagner des municipalités. Donc, il y a 3 municipalités du Québec qui sont en train d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de déminéralisation participative. Donc, ça va faire partie de leur cadre réglementaire, de leurs objectifs de développement. Enfin, on a des campagnes de sensibilisation, de mobilisation et aussi le Lab Solutions, qui est une démarche d'intelligence collective. On va regrouper des experts de divers horizons et développer les pratiques de déminéralisation. Comme par exemple, on va réfléchir à comment on peut réduire les risques d'éco-embourgeoisement avec nos projets. Pour la suite, on va vous parler des campagnes de sensibilisation et de mobilisation. On a principalement la campagne Pouce après pouce, regagnons du terrain. Cette campagne-là vient s'adresser aux propriétaires, mais aussi aux gestionnaires de sites. Et vient présenter les méfaits de la minéralisation. Pourquoi il faudrait venir déminéraliser nos surfaces, nos revêtements. On vient aussi les sensibiliser aux bénéfices de la déminéralisation. Donc, quels sont les avantages à aller chercher d'un point de vue écologique, social, etc. Enfin, on va répondre à certaines réticences par rapport aux aspects de déminéralisation, donc
tous les enjeux de l'entretien par la suite, les enjeux du coût. Donc, avec notre campagne, on vient démystifier un peu ces réticences qui empêchent certains propriétaires à passer à l'action. Donc, pour la prochaine diapositive, comment engager sur le long terme avec Sous les pavés? Eh bien, on a notre boîte à outils sur le site web souslespavés.ca qui est très complète, qui est toujours en développement. Donc, on ajoute régulièrement des nouveaux outils, des nouvelles fiches argumentaires. Donc, on vous invite à venir la consulter si ça vous intéresse. Donc, on a des outils qui viennent faciliter la mobilisation, mais aussi le passage à l'action de d'autres organisations qui voudraient mener ce genre de projet. On participe également à des formations et d'accompagnement d'associations locales et régionales pour qu'elles puissent appuyer les citoyens et citoyennes de leur secteur. On continue l'accompagnement des municipalités dans le développement de leur stratégie de déminéralisation. Et encore une fois, avec nos démarches de développement des pratiques, de réflexion, on va concevoir de nouvelles pratiques et partager ces nouvelles connaissances auprès de nos partenaires à travers le Québec. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, pour cette petite excursion outre-Atlantique. Revenons en Europe avec Mathieu Rios. Mathieu, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vous refais traverser l'Atlantique dans l'autre sens pour venir à la commune de Maloney. Donc, Maloney, c'est une commune de 6 000 habitants, un peu plus, 6 200 habitants, qui se trouve dans la métropole de Rouen-Normandie, donc à côté de Rouen. Et c'est une commune qui est inscrite depuis une quinzaine d'années dans un processus de transition qu'on appelle transition plurielle ici, puisque bien qu'on soit rentré dans la partie d'abord rénovation énergétique et les rénovations des bâtiments, ça nous a permis de tirer des fils qui nous a emmenés dans des champs de transition très larges qui nous amènent aujourd'hui à travailler sur les aspects sociaux, alimentaires, sportifs, etc., etc. Donc, je vais vous parler d'un projet qui est en train d'émerger qui s'appelle la communauté énergétique de Maloney, qui a l'ambition d'être une communauté énergétique citoyenne au sens large. Donc, l'idée est de s'être inspiré du scénario Négawatt, qui nous a d'abord engagés sur des actions de sobriété, puis d'efficacité, pour qu'on puisse être prêt à investir dans du renouvelable. Et c'est sur cet investissement dans le renouvelable qu'on va investir au niveau collectif. Donc, dans la diapo suivante, on peut voir que la ville de Maloney a déjà massivement investi ce qu'elle pouvait sur l'ensemble de son patrimoine en termes de production d'électricité en photovoltaïque. C'est un des seuls gisements qu'on peut exploiter dans notre territoire. Et on a aujourd'hui, alors à qui ça parle, on a 300 kW crête de puissance qui sont installés sur nos bâtiments et on autoconsomme environ 37% de notre énergie électrique produite. Autoconsommer, ça veut dire que ce qu'on produit dans la journée est consommé en direct dans le bâtiment qui produit. Et aujourd'hui, on arrive à faire de ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'on met en réseau nos différents bâtiments de production et nos différents bâtiments de consommation. Et ce, grâce à une évolution réglementaire qui nous permet, à partir d'un point et d'un rayon de 2 km sur le territoire, de mettre dans une boucle d'autoconsommation les différents bâtiments qui produisent et qui consomment. Aujourd'hui, nous, au niveau de la collectivité, on est arrivé au taquet de ce qu'on peut investir. Il nous reste quelques gisements, mais voilà, on ne peut pas produire davantage en termes d'installation photovoltaïque. Et puis, surtout, on a l'ambition de travailler à un changement d'échelle au niveau du territoire pour ne pas uniquement travailler sur notre patrimoine collectivité, qui est une partie, hélas, relativement insignifiante du territoire de la ville, mais travailler avec l'ensemble des acteurs que sont notamment les entreprises. Et donc, on le voit dans la diapo suivante, qu'on essaie aujourd'hui d'engager tout un tas de parties prenantes à l'échelle de la commune pour constituer une communauté énergétique qui, à terme,
produira collectivement 10 fois plus d'énergie photovoltaïque et consommera de manière collective cette énergie à l'échelle du territoire, ce qui permet aussi d'éviter les déperditions d'électrons sur le réseau. Donc, cette communauté énergétique actuellement, elle est sous format associatif et elle rassemble la ville et des entreprises qu'on a pu rassembler sur le territoire, qu'on considère pour nous comme des entités citoyennes du territoire. Donc, on a déjà plusieurs entreprises qui sont impliquées. Et on est dans une phase où on a convoqué, par le biais d'un marché, un bureau d'études qui va nous accompagner sur la faisabilité technique et la faisabilité organisationnelle aussi, pour qu'on puisse bâtir une société de projet qui permette de concilier à la fois l'investissement et la consommation. À terme, cette communauté énergétique, elle a aussi l'ambition d'être citoyenne. Pourquoi citoyenne? Parce qu'on pense qu'à un moment donné, l'énergie qu'on va produire, elle suffira à couvrir certains besoins des entreprises, mais elle pourra aussi subvenir aux besoins de foyers et d'habitants qui sont sur le territoire. Et à l'inverse, on a un effet rebond aussi de l'implication de la commune sur les échelons de transition, c'est qu'on a de plus en plus d'habitants qui souhaitent aussi rentrer dans une démarche collective, à la fois de consommation d'une part, mais aussi de production. Ils sont prêts à investir sur leurs propres biens immobiliers pour produire de l'énergie. Donc, l'idée est de pouvoir mettre en mouvement toute cette communauté. Et ce qu'on a mis en place, qu'on voit dans la diapo suivante, dans un premier temps, c'est d'essayer de faire un appel auprès des habitants pour essayer de capter un petit peu quels seraient les habitants qui seraient motivés pour pouvoir s'acculturer, réfléchir un petit peu à ce que pourrait être demain une communauté énergétique citoyenne. Comment est-ce qu'on va travailler à la fois la gouvernance, comment est-ce qu'on va travailler, donc sur la diapo suivante, j'ai mis quelques grands enjeux qu'on est en train d'identifier. C'est que pour s'engager sur le long terme, il y a des enjeux qui sont très particuliers parce qu'on est sur du photovoltaïque, et donc il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux d'acceptabilité puisque ça participe à transformer un petit peu le paysage. Il y a des enjeux financiers qui sont relativement importants, puisque l'idée est quand même d'investir sur 3 mégawatts crête, donc ce n'est pas négligeable en termes d'installation. Donc, il y a des enjeux aussi de rentabilité avec les différentes attentes qu'on soit habitant, collectivité ou entreprise. Et on en est aujourd'hui à ce point-là où on est en train de réfléchir à cette petite dentelle de comment est-ce qu'on va s'organiser sur le long terme et à moyen terme pour pouvoir mobiliser maintenant et mobiliser sur le long terme, puisque ce sont des projets qu'il faut inscrire sur le temps long. Voilà ce que je voulais vous présenter, moi, dans le cadre de cet atelier. Merci beaucoup, Mathieu. Hyper intéressant. Donc, de Maloney, passons à Bois-Guillaume avec Pauline Roméas. Bonjour à tous, merci Gabriel. Je me présente, donc Pauline Roméas, je suis la directrice de l'urbanisme à la ville de Bois-Guillaume. Donc, à l'échelle de notre rencontre aujourd'hui, on est voisins avec Mathieu et la commune de Maloney parce qu'on fait partie donc, de la même métropole, Rouen-Normandie. Alors, historiquement, pour vous donner quelques données sur la ville de Bois-Guillaume, donc qui est en première couronne de Rouen, la ville-centre. Bois-Guillaume, c'est environ 15 000 habitants, qui était, il y a encore une grosse dizaine d'années, on va dire, une commune plutôt rurale. Avec ce passé agricole et qui opère en fait progressivement depuis plusieurs années, on va dire ça mue et qui laisse progressivement une place à une commune plus dense, plus urbaine, avec un foncier attractif. Et donc une population qui vit parfois assez douloureusement, on va dire, cette mutation où on va dire, pour vous donner un peu une image, où on a ces grandes maisons de maîtres, on va dire des
des anciens industriels de la vallée de Rouen qui avaient leur maison, on va dire secondaire, sur les hauts plateaux, voient disparaître ces grandes maisons de maîtres pour y installer des immeubles collectifs en front de rue, où voilà, donc en gros, on remplace une maison par une quarantaine de logements. Et ce, depuis quand même plusieurs années. Donc, ça change un peu les équilibres, le cadre de vie. Et donc, la municipalité a souhaité encadrer un peu plus ces règles du jeu en matière d'urbanisme, d'aménagement, en se disant une ville, ça doit se vivre, ça ne doit pas simplement se construire, mais aussi s'aménager, très important. Et en même temps, les élus se sont dit, voilà, l'urbanisme de demain, c'est l'affaire de tous. La municipalité a donc souhaité confier la rédaction d'une charte de l'urbanisme qui était la mission principale d'une convention citoyenne qui a été mise en place par la ville de Bois-Guillaume. Je vais vous expliquer les principes sur la diapo suivante. Un appel à candidature en fait, a été lancé par la ville, auquel on a eu effectivement plus d'une 150 candidats. Un tirage au sort a eu lieu. On y a souhaité la parité avec 8 hommes, 8 femmes qui ont donc formé ce groupe-là. Il est vrai que les questions d'urbanisme, d'aménagement, toutes les questions réglementaires qui s'y affairent, donc il a été convenu d'un temps de formation qui a été largement apprécié par cette convention citoyenne. Donc, ça a pris la forme de 5 séances de formation. Alors, pour tout vous dire, quand on a lancé ça, on était évidemment en plein Covid. Donc, les sessions de formation, il y en a 3 sur les 5 qui se sont passées en visio. Mais au final, c'était des sessions où c'était quand même un peu du cours magistral sur le cadre réglementaire, le code de l'urbanisme, etc., pour que la Convention citoyenne comprenne dans quel cadre on se trouve et dans quel cadre cette charte de l'urbanisme pouvait prendre sa place. Donc pour ça, on a été accompagné par le CAUE 76, le cabinet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, donc qui est une structure départementale, et donc qui ont animé avec des urbanistes, des architectes, des paysagistes ces sessions de formation qu'on a complétées par une balade urbaine, notamment pour essayer de voir vraiment les bonnes et les moins bons projets qui s'insèrent plus ou moins dans l'environnement. Donc, sur le bâti, mais également sur les clôtures, qui sont des choses où on ne pense pas forcément, mais qui ont un réel impact sur comment on vit la rue et la ville quand on s'y balade, mais également une table ronde où on a associé quelques promoteurs et quelques bailleurs sociaux qui font ces projets, qui montent ces projets-là, pour essayer de confronter un petit peu les deux mondes et qu'ils puissent échanger. Parallèlement à ça, la ville donc c'est la ville qui a pris en charge ce coût financier donc de formation et également qui a recruté également le temps de cette convention citoyenne, donc qui s'est déroulée sur mars, avril, mai, juin, sur 4 mois. L'idée était il fallait quand même des temps courts et pour garder la mobilisation des 16
membre de la Convention citoyenne, il ne fallait pas trop s'étaler non plus dans le temps. Donc, on s'est doté d'un cabinet extérieur expert en animation, un peu pour quand même tenir le stylo, parce qu'à la fin, il fallait quand même produire cette charte. Donc, ce cabinet qui était, donc c'était le cabinet État d'esprit Stratis, qui était là, présent aussi pendant les 5 séances de formation, un peu en observateur non participant, et puis ensuite, qui a pu animer 2 temps de travail un peu plus longs, donc de 4 heures. Ça s'est déroulé sur 2 samedis matins pour effectivement rédiger les grands principes de cette charte de l'urbanisme. Sur la diapo suivante, je vous donne en fait les grandes lignes, les grandes thématiques qui ont émergé pour la rédaction de cette charte. Donc, la première thématique qui touche à effectivement l'identité patrimoniale et l'ambition architecturale, où voilà, dans ces grands engagements, je peux citer par exemple la demande d'organiser par exemple des concours d'architectes pour les projets un peu importants qui développeraient au moins une trentaine de logements. On a ensuite une deuxième thématique qui est sur la transition écologique et la performance énergétique des bâtiments. Donc, pour voilà, créer des bâtiments de qualité, confortables, durables, qui vont un peu au-delà même des exigences des normes environnementales et de la construction. Mais dans la ville passe également un réseau de chaleur urbain, donc prévoir, quand c'est possible, ce raccordement, par exemple là, prendre en compte l'orientation, l'ensoleillement, le confort thermique, privilégier l'utilisation de matériaux de qualité, résistants, biosourcés, etc. La troisième qui touche à la nature en ville et à la biodiversité, qui part du postulat de faire avec la nature qui existe déjà et de ne pas forcément faire tabula rasa du foncier, mais voilà, que l'existant guide un peu aussi le futur projet, donc vraiment limiter l'abattage de ces arbres, de ces haies, et vraiment limiter l'artificialisation des sols, mais également penser aux installations de biocompostage, de récupération des eaux de pluie. La quatrième partie sur l'espace public et la convivialité, pour essayer de traiter de manière harmonieuse cet espace qu'on oublie souvent dans la construction, qui est cet espace entre l'espace public et l'espace privé. Ce travail sur les clôtures aussi, qui doivent être cohérentes, de qualité, privilégier les haies, les clôtures végétales, et prévoir au sein des opérations ce qu'on pourrait appeler des lieux de partage, de convivialité et de faire ensemble. Et enfin, une cinquième catégorie qui est plutôt générale, qui touche à la démarche et à la méthodologie dans le processus de concertation, où on demande, du coup, pour les projets d'envergure, une réunion publique pour que les riverains directement concernés puissent prendre part au projet, et qu'ils ne la prennent pas par un simple panneau d'affichage une fois que tout est ficelé, une fois que le dossier est validé, et que en fait, leur seul moyen de réagir, c'est de faire des recours, d'abord gracieux, puis ensuite au tribunal administratif. Donc, essayer de prendre en compte déjà l'environnement voisin, et prendre en compte les modifications, les demandes, enfin voilà, instaurer en tout cas ce dialogue, et que les habitants soient partie prenante de ces projets-là. Donc, vous l'aurez compris, parce que les habitants, la question qui revenait régulièrement, donc, ils ont réussi à être mobilisés sur l'ensemble de ces réunions et de ces temps de
de rédaction et de réflexion. La question qui revenait, c'était mais quel va être le poids de cette charte, comment ça va être utilisé, parce que voilà, l'urbanisme, c'est très réglementaire, on a tous ces documents réglementaires, ce plan local d'urbanisme, etc. Comment cette charte va pouvoir s'intégrer? Et la réponse était que, évidemment, on est sur une charte, donc ce n'est pas un document qui est opposable juridiquement. On ne pourra pas refuser de permis de construire au titre de la charte de l'urbanisme parce qu'elle ne respecterait pas l'engagement 1 ou 2 de telle partie. Mais c'est bien pensé comme un cadre qui fixe un peu les engagements et les règles du jeu. C'est un peu un cadre partenarial avec les opérateurs qui viennent construire à Bois-Guillaume. Et c'est voilà, un élément de dialogue pour qu'on parle de la même chose et qu'on trouve un équilibre entre les intérêts privés des promoteurs, des constructeurs et l'intérêt général de la ville. Je vous propose de vous partager le lien de ce document pour si certains veulent en prendre connaissance de manière plus approfondie. Donc, je vais vous partager le lien de téléchargement de ce document dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Pauline, et merci à nos 2 autres panélistes qui, à travers le dépavage participatif, la communauté énergétique citoyenne et la rédaction collective d'une charte d'urbanisme, nous ont donné des exemples concrets de quelle manière on peut intégrer la population, les habitants et les habitantes dans la transition, et ce, de manière concrète ou encore à travers la réflexion, un peu comme je posais la question un peu précédemment lors du brise-glace. Ils et elles ont mis la table à la réflexion et maintenant, c'est un peu à nous collectivement, en tant que groupe, de poursuivre la réflexion. Donc, vous serez catapultés de manière douce dans un sous-groupe virtuel pour continuer la discussion, la réflexion. Donc, 3, 4, disons, activités seront demandées. Donc, une petite réflexion individuelle va commencer l'activité. Donc, on vous demande de réfléchir aux 2 questions qui suivent de manière individuelle. Ensuite, on va échanger. Tout ça va être facilité et dirigé par nos animateurs animatrices. Et ensuite, on va revenir en grand groupe et on va partager un peu le fruit de nos réflexions et le fruit de nos discussions. Donc, les 2 grandes questions qui vont guider les discussions sont celles-ci. Donc, comment mobiliser les habitants et les habitantes à agir pour la transition dans un premier temps? Et ensuite, comment assurer leur engagement sur le long terme? Donc, vous comprendrez que les 2 sont intimement liés. Donc, Sarah, qui vient d'activer son micro, nous divisera dans des sous-groupes et dans lesquels vous serez envoyés dans quelques instants. Oui, Gabriel, oui, vas-y. Je te laisse me dire go et quand tu me dis go, je vous envoie dans vos sous-groupes. Parfait, je vais te dire go dans 30 secondes. Je vous demande d'activer peut-être vos caméras, comme ça sera un peu plus intéressant comme discussion. Et Gabriel, peut-être parler du fait qu'on va utiliser Miro, comme on va tous l'utiliser? Absolument, je peux vous le présenter. Absolument. Dans le fond, vos animateurs et animatrices auront un tableau comme celui-ci qui vous permettra de discuter collectivement. Dans un premier temps, un lien vous sera partagé. C'est comme vous voulez, vous pouvez l'utiliser ou simplement noter sur un papier. Je sais, il y a plusieurs plateformes qui existent, celle-ci, celle-là. On ne vous demande pas de la prendre. Si vous préférez vous rendre sur la plateforme, inscrire sur les pense-bêtes, les post-it, bien à vous. Sinon, de l'écrire sur un bout de papier et de le partager ensuite à vos animateurs et animatrices sans problème. Donc, l'atelier va se diriger sur cette plateforme. Donc, je crois que là, c'est le moment de te dire go, Sarah, et de vous souhaiter un bon atelier. Et à tout de suite. Merci, Gabriel. Bonjour à tout le monde. J'imagine que ça a été hyper riche. Donc, je vais attendre que le monde
tout le monde se reconnecte à la salle principale. Je crois qu'à peu près tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu. Donc, merci. Parce qu'il y en a qui sont partis entre-temps en plus. Oui, c'est vrai. Donc, merci pour cette gestion. Merci aux animateurs et animatrices pour ces discussions. Donc, très rapidement, pour ne pas dépasser le temps, je demanderais peut-être tout d'abord à Mathieu de nous partager 2 ou 3 éléments qui ressortaient de vos discussions. Oui, alors il va falloir choisir, bien sûr. Donc, allez, deux, trois trucs qu'on a entendus. Il y avait des questionnements sur comment on fait pour articuler les enjeux de transition avec les instances qui sont existantes, parce que se pose la question souvent des collectivités qui convoquent des nouvelles conventions citoyennes, qui convoquent des nouveaux groupes de participation sur tel ou tel sujet, et à une certaine abandon des instances existantes. Donc, c'était un questionnement assez intéressant de comment soit remettre de la transition dans les instances existantes, soit essayer de renouveler un petit peu ces instances. Et on est arrivé notamment au fait de pouvoir, notamment pour les collectivités et associations ou centres sociaux, parce qu'il y avait des exemples hyper intéressants sur des centres intercommunaux d'action sociale, de réussir à soutenir des collectifs, mais sans forcer le format associatif. Toujours en appuyant, bien sûr, sur des choses qu'on a déjà entendues, de convivialité, de matériel, donc, il y avait pas mal de choses innovantes sur ça, mais voilà, d'essayer de soutenir mais au long cours. Voilà, avec toujours des idées de visite apprenante, de fixer un cadre d'action, de ne pas hésiter à faire des événements de lancement des activités et de faire confiance aux habitants pour la mise en réseau, notamment faire confiance aux jeunes sur leurs idées qu'ils peuvent avoir à aller sur tel ou tel type de format pour rassembler, notamment via du bouche à oreille ou via des idées qui peuvent être très créatives à droite ou à gauche. Voilà ce que j'ai pu retenir et que je vous partage. Merci, Gabriel. Merci, Mathieu. Olivier. Oui, alors on a eu des conversations super intéressantes. Un point très important là, qui est revenu dans les deux questions, c'était le déficit d'information, le décalage entre qu'est-ce que le public connaît et qu'est-ce que où est-ce que les connaissances sont rendues. Donc, il y a un enjeu de transmettre les connaissances qui va vraiment aider avec la mobilisation, mais il y a aussi avec la lutte contre la désinformation. On a remarqué que des fausses idées circulent plus facilement. Donc, c'est important d'utiliser l'espace public, qu'il soit virtuel ou réel, pour transmettre les connaissances, les compétences. Sinon, on avait l'enjeu de la convivialité, autant pour amener de nouvelles personnes à s'engager, mais aussi à maintenir l'engagement. Et finalement, un autre point très important qu'on avait soulevé, c'était qu'il fallait vraiment multiplier nos approches de mobilisation, intégrer des mesures d'accessibilité dans le but de rejoindre le plus grand public possible, parce que différents groupes sociaux ont différents modes de vie, donc il faut aller rejoindre les différents groupes sociaux dans leurs particularités pour les mobiliser. Et l'objectif final, c'est d'avoir un engagement plus léger de tout le monde, mais qu'il y ait plus de personnes mobilisées, plutôt qu'avoir des personnes expertes qui sont engagées à chaque semaine. C'est pas tout le monde qui peut se faire ça. Right. Merci beaucoup, Olivier. Il nous reste 1 minute. Je vais y aller en sprint pour résumer un peu les discussions de notre sous-groupe. Donc, on s'est un peu attardé à la sémantique, mobiliser, motiver, engager, impliquer, etc. Vous comprenez que ça aurait pu être un atelier de 18 heures, mais bref, on est ensuite passé à la mobilisation, de quelle manière on le fait. On a beaucoup mis l'accent sur aller vers, donc se rendre sur le terrain. De quelle manière on peut interpeller les personnes, les habitants, les habitantes, ben, c'est beaucoup en leur parlant leur langage, mais aussi en les acceptant, en gros guillemets, donc de quelle manière ils sont, non pas d'imaginer ou de les concevoir comme on aimerait qu'ils soient, mais comme justement des experts de leur milieu, des experts de leur réalité. Donc, d'aller vraiment leur parler avec leurs enjeux, les éléments qui pourraient les toucher. Donc, aller vers
Et dans le long terme, bon, ben, c'est sûr que c'est peut-être davantage dans la construction de solutions que dans la résolution de problèmes. Donc, vraiment, prendre le temps nécessaire, nous dit David. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. C'est un temps qui est nécessaire puisque c'est un temps qui va nous servir dans le long terme. Donc, j'ai dépassé une minute, je m'en excuse et je prends une autre petite seconde pour vous remercier. Merci énormément pour cet atelier, ma foi, très riche et constructif. Et je remercie nos panélistes, Mathieu Rios, Pauline Romia et Olivier Leclerc. Et peut-être mot de la fin pour Sarah, si jamais Merci, Gabriel. elle est encore là.